Bonjour les troisièmes. Aujourd'hui, on commence un nouveau chapitre d'histoire. On va continuer sur notre lancée. On va revenir justement sur les années 1945-1970, où on a vu déjà la guerre froide, donc l'opposition entre l'URSS et les États-Unis à propos notamment des idéologies communistes et capitalistes. Mais il ne se passe pas que ça, justement, dans cette période. Il y a aussi la décolonisation. Donc, chapitre 6, la construction donc, de nouveaux États par la décolonisation, avec donc deux problématiques. Comment les territoires colonisés obtiennent-ils leur indépendance et comment s'affirment-ils face aux deux blocs de la guerre froide? Donc, on va commencer ce chapitre avant les vacances. Je vous donnerai un exercice à faire donc, pendant les vacances pour qu'on avance. Et à la rentrée, qui normalement se fera toujours à distance, je vous ferai donc parvenir la suite du cours. On corrigera donc ce que je vous aurai donné en travail et on continuera donc sur le chapitre sur les nouveaux états. Alors, il va falloir d'abord faire un rappel. Ce rappel, c'est justement les empires coloniaux à la fin donc de la Seconde Guerre mondiale en 1945. Donc normalement, souvenir de quatrième, vous avez vu que, par exemple, la France et le Royaume-Uni deviennent des empires coloniaux, c'est-à-dire qu'ils vont obtenir des colonies dans le monde. Donc par exemple, pour les Français, on va beaucoup s'installer en Afrique, Algérie, AOF, AEF, et le Royaume-Uni, par exemple, vont avoir en leur possession les Indes britanniques. Donc, on est sur des empires coloniaux qui, en 1945, sont quand même des empires assez puissants. On a aussi la Belgique qui possède le Congo belge, les Pays-Bas qui possèdent les Indes néerlandaises qui vont donner l'Indonésie, Portugal, Espagne, Italie, tous ces pays-là, ces pays européens, sont justement des pays colonisateurs. Et donc, en 1945, voici donc la situation. Ici, une carte que vous pouvez trouver dans votre manuel, page 113, si vous voulez la voir un peu plus nettement. Donc, on est toujours sur une carte du monde et on vous explique justement pourquoi il y a eu de la décolonisation à ce moment-là. Donc, ici, on est sur un contexte qui va être favorable à la décolonisation à partir de 1945. Première chose, les puissances coloniales, qu'on a vues tout à l'heure, sont affaiblies. La France a été envahie par exemple par les nazis, le Royaume-Uni a beaucoup dépensé en énergie, en argent, en efforts face justement aux nazis, et les autres pays donc d'Europe ont été sous la domination nazie et donc ont été très affaiblis par la Seconde Guerre mondiale. Je rappelle également qu'on est dans un contexte de guerre froide, donc URSS et États-Unis ici qui sont favorables à la décolonisation, puisqu'en fait, si on passe à la décolonisation, on crée de nouveaux pays, et ces nouveaux pays pourraient, par exemple, faire partie du bloc de l'Est ou du bloc de l'Ouest et renforcer les positions de chacun d'entre eux. Et enfin, dernier point, on a mis en place à partir de 1945 l'ONU, qui prône justement la décolonisation, puisque pour l'ONU, chaque peuple doit disposer de lui-même, c'est-à-dire que chaque peuple doit être libre par rapport à un autre, il ne doit pas y avoir de dominant et de dominé. Donc, grand 1, un contexte favorable à la décolonisation, donc trace écrite à écrire juste en dessous de la problématique. Donc, je rappelle que les empires coloniaux donc, sont fragilisés par la Seconde Guerre mondiale et que donc les mouvements nationalistes, les mouvements qui luttent pour la libération des populations colonisées, réclament le départ des colonisateurs qui ont fait preuve de faiblesse face au nazisme et qui ont exploité les ressources des colonies pendant la guerre. Et donc ces mouvements nationalistes sont soutenus par l'ONU, par les États-Unis, l'URSS. Une fois que vous avez noté donc cette trace écrite, on va pouvoir passer à la deuxième partie du cours où on va justement voir des exemples de décolonisation. Donc on va d'abord parler petit a des Indes britanniques. Donc grand 2 les étapes de la décolonisation, petit a l'exemple des Indes britanniques. Pour cela, je vais me baser donc sur les manuels page 114-115 où vous avez donc des documents que je vais utiliser et que je vais vous expliquer ici pour vous montrer un peu comment a été décolonisé donc les Indes britanniques. Donc,
si on prend le document 1, on a deux visions de l'indépendance qui vont s'affronter en Inde à partir donc des années 1930. Donc d'un côté, on a Ali Jinnah qui va être le dirigeant donc de la Ligue musulmane, et de l'autre côté, on va avoir Gandhi. Gandhi qui lui va être le leader du parti du Congrès. Alors, que dit Ali Jinnah? Ali Jinnah, effectivement, le gouvernement britannique doit d'abord accorder donc l'indépendance et transmettre l'appareil de l'État aux hommes du Congrès, qui mettront en place un gouvernement national selon les propres conceptions. Donc ça, c'est si les Britanniques donnent l'indépendance aux hommes du Congrès, c'est-à-dire aux hommes de Gandhi, qui mettront donc un gouvernement national selon leur propre conception. On y viendra après. Ici, Ali Jinnah, il insiste sur une chose. En Inde, les Indes britanniques, il y a deux peuples, deux nationalités, deux religions différentes qui ne peuvent pas cohabiter. Ce sont d'un côté les hindous et de l'autre côté les musulmans. Dans la région conquise par les Anglais, les Indes britanniques, on a deux populations qui vont être opposées. D'un côté donc les hindous et de l'autre côté les musulmans. Et ici, pour Ali Jinnah, si on parle de décolonisation, si on parle d'indépendance, il faut des États distincts, c'est-à-dire un État hindou et un État musulman, puisqu'en fait, les hindous et les musulmans ne peuvent pas se voir. Ils n'ont jamais été unis, ils n'ont jamais formé une seule nation. Donc ici, pour Ali Jinnah, il faut séparer les deux, avec d'un côté l'Hindoustan et de l'autre côté le Pakistan. Pour Gandhi, lui, le problème ne vient pas de là. Si on décolonise, ça sera un pays en entier, puisque il explique bien que l'Inde, les Indes britanniques, c'est pas un côté musulman et un côté hindou. Il y a des hindous qui vivent dans des villages avec des musulmans et des musulmans qui vivent dans des villages avec des hindous. Donc la population elle est répartie sur tout le territoire, donc séparée en plusieurs pays, c'est impossible. D'accord? Ça mettrait un conflit en route. Sauf que les Indiens ne veulent pas forcément d'un conflit. Et Gandhi est lui un anti-conflit, une personne qui ne veut pas de conflit. La décision du Royaume-Uni. Donc les Royaumes-Unis, ils se sont pas trop occupés des Indiens pendant la Seconde Guerre mondiale, même si on sait qu'en 1942, Gandhi lance un mouvement qui s'appelle Quit India. Concrètement, les Anglais, ils ont pas que ça à faire pendant la Seconde Guerre mondiale de s'occuper de Gandhi au fin fond de l'Inde qui lui fait des boycotts. Voilà. Donc ici, quelle est leur position? À partir de 1945, le gouvernement, effectivement, britannique pense que le moment est venu de passer la responsabilité de l'Inde dans les mains indiennes, c'est-à-dire favorable à l'indépendance. Par contre, voilà, il va falloir que les Indiens mettent fin à leurs différends pour être prêts à prendre en charge les grandes responsabilités. C'est-à-dire qu'il va falloir qu'ils arrêtent de se mettre d'un côté les hindous, de l'autre côté les musulmans. Il va falloir qu'ils fassent ensemble une autorité pour pouvoir travailler pacifiquement. Et enfin, bien évidemment, dernier point, les Britanniques souhaitent garder leur lien commercial avec l'Inde pour pouvoir notamment encore échanger les produits indiens qui sont très prisés au Royaume-Uni, comme par exemple le thé. Donc ici, bien évidemment, on va garder le plus possible des relations amicales entre les Indiens et les Anglais. Ce qui va donner en 1947 donc les négociations d'indépendance entre Lord Mountbatten, qui va être le chargé du roi d'Angleterre pour l'indépendance, et donc Ali Jinnah, et Nehru qui est le leader donc, du parti du Congrès, le parti de Gandhi. Alors, quel choix ont fait les Britanniques? C'est là que ça va se corser. Les Britanniques ont préféré écouter Ali Jinnah par rapport à l'indépendance des Indes et créer plusieurs États. Donc le premier État, c'est l'Union indienne, et les deux autres États, c'est le Pakistan occidental et le Pakistan oriental, qui va devenir par la suite le Bangladesh. Donc l'Union indienne va être à majorité hindoue, et le Pakistan oriental et le Pakistan occidental vont être, eux, des États à majorité musulmane. Le reste des colonies, donc la Birmanie et le Ceylan, vont devenir
des pays indépendants en 1948. Donc, ça sera la Birmanie et le Ceylan, c'est le Sri Lanka. Le problème, c'est que comme Gandhi l'avait annoncé, il va y avoir des déplacements de population puisqu'il y avait des musulmans dans des villages hindous et des hindous dans des villages musulmans. Donc là, il va falloir faire des transferts de population. Donc, ce sont les déplacements de population que vous avez ici. Donc, par exemple, ici, dans la région du Pendjab, on a 6,5 millions d'hindous qui vont partir du Pakistan occidental vers l'Union indienne et 5,5 millions de musulmans qui vont partir de l'Union indienne pour aller s'installer au Pakistan occidental. Donc, bien évidemment, quand ces populations vont se croiser dans la mesure où elles ne peuvent pas s'entendre, ça va donner donc des conflits. Donc ici, par exemple, un premier massacre à Calcutta entre hindous et musulmans en 1946. Donc bien même avant l'indépendance, il y a déjà beaucoup de tensions entre musulmans et hindous. Et en janvier 1948, un fanatique va tuer justement Gandhi, le leader emblématique du Parti du Congrès, parce que justement, Gandhi savait que cette situation allait arriver, et donc il fait partie de ces personnes qui vont être assassinées par rapport donc à ces déplacements de population. Le problème, c'est que quand les Anglais sont partis aussi, donc les Anglais, ils ont dit ok, il n'y a pas de problème, vous prenez votre indépendance. Par contre, on vous laisse avec vos problèmes. Alors, qu'est-ce que ça va être comme problème? Ici, ça va être la frontière. Entre l'Union indienne et le Pakistan, la frontière ne va pas être très très bien décidée par les Anglais. Du coup, par exemple, la région du Cachemire que vous avez ici rayée en vert, la question est de savoir est-ce que c'est aux Indiens ou est-ce que c'est aux Pakistanais? La frontière, elle n'a jamais été très bien dessinée, très bien définie. Donc aujourd'hui, encore en 2020, il y a beaucoup de conflits entre les Indiens et les Pakistanais pour cette région du Cachemire, parce qu'en fait, on ne sait pas à qui aller. Concrètement, les Anglais n'ont pas forcément tranché sur cette question au moment de l'indépendance. Et donc, le problème aujourd'hui, c'est quand on trace les frontières par rapport à des pays avec l'indépendance, qu'est-ce qu'on fait justement de ces régions qui sont revendiquées à la fois par les Indiens et à la fois par les Pakistanais? Donc voici la trace écrite sur donc la décolonisation et l'indépendance des Indes britanniques. Donc je vous laisse écrire cette trace écrite à la suite donc du grand ordre, avec donc 1947, date à retenir, c'est l'indépendance et la partition du territoire des Indes britanniques. Je vous souhaite une bonne journée, de bonnes vacances et on se retrouve à la rentrée.